Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire où on va faire l'interprétation de radiographie dentaire avec Dr. José Martoucou, qui est maintenant diplomate. Félicitations, José. Je pense que chaque jour, on pourrait le célébrer. Oui, C'est un... j'ai vu passer sur le groupe des vêtements, là, il y a quelqu'un qui se demandait si ça devait réessayer son board, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je te comprends tellement. En plus, elle a trois enfants, là, dont deux jumeaux. C'est vraiment, je lui lève mon verre. C'est vraiment Tout ce qu'elle a exceptionnel. décidé, là, mais dans je suis tout cœur avec elle, là, peu importe sa décision. Effectivement, c'est un peu surhumain. Donc, avant de commencer mes petits points, le prochain webinaire aura lieu lundi, le 18 décembre, donc juste avant le temps des fêtes, et on va faire le fameux quiz de Noël. On va réviser le contenu principalement des webinaires qu'on a eus cette année. Là, ça se peut qu'il y aurait un petit peu de contenu des webinaires des années antécédentes, là. Mais donc, ça va être comme un peu, on revoit qu'est-ce qu'on a vu au courant de l'année. Et puis, comment qu'on procède, c'est que Josée pose des questions, elle a des visuels avec ça, puis ben, vous répondez à l'écran. On va voir là, techniquement comment qu'on va faire, si on va faire un système de vote ou non. Là, on va voir qui est techniquement possible avec la plateforme Zoom. Deuxième point, Dr. Marcoux, José continue les Lunch and Learn en clinique pour les établissements qui sont dans la région de Montréal, Laval et la rive sud de Montréal. Donc, dans l'infolette qui va suivre, si vous êtes inscrit ce soir, si vous êtes là, c'est que vous nous avez donné votre adresse courriel. Et moi, je vais envoyer, je fais toujours un suivi là, dans les 48-72 heures suivant le webinaire avec une infolette. Des fois, regardez dans vos spams, ça se peut que ce soit là. Et vous allez avoir l'annonce pour ce Lunch and Learn-là. Et c'est sur les blocs dentaires. Donc, Josée se déplace dans votre établissement vétérinaire. Elle organise le lunch, mais là, on veut un petit peu là, planifier le lunch parce qu'on a eu des expériences. Ça devient un petit peu, vous comprenez, Josée est seule pour organiser ça, ça devient complexe. Fait on va un peu limiter les choix pour que ça soit facile aussi, là, que ça soit pas un service de traiteur pour que Josée passe des heures là-dessus. Fait que vous allez pouvoir réserver avec un lien qu'on appelle Calendly. Fait que vous allez cliquer, vous allez voir les disponibilités dans son horaire. Fait que ça va super bien pour réserver la période souhaitée. Sur ce, José, est-ce que tu voudrais parler rapidement des services? Je vois qu'on a des noms quand même pas mal, les gens, c'est les habitués quand même, mais je pense que tout ce qui est service de téléconsultation, interprétation de radio, quand c'est toi qui le fais, rappeler les tarifs puis comment procéder. Oui. Donc, si vous voulez que je fasse un cas dans votre hôpital, la très grande majorité du temps, l'idéal, c'est que je vois le patient en clinique à l'avance pour pouvoir faire un bon examen, faire un bon estimé surtout, parler des plans possibles, etc. Donc, on fait une demande de consultation. Je vais en clinique les vendredis faire une consultation interne chez vous. Puis c'est ça, je remets un rapport, je vous remets un estimé, on peut regarder ensemble en même temps s'il y a des bilans sanguins pré-op à faire, etc. Puis, on peut recéduler la chirurgie dans un deuxième temps. Je viens avec une autre vétérinaire qui fait l'anesthésie, je viens avec ma tech, donc c'est relativement clé en main le jour 2, là. On n'a pas besoin de grand-chose. On s'occupe du patient, puis on vous le remet une fois qu'il est réveillé. S'il y a une réévaluation à avoir, ça se fait aussi les vendredis et la première évaluation est gratuite. Si vous avez besoin de d'autres services en dehors de ça, à n'importe quel moment, vous pouvez me demander des estimés. C'est toujours gratuit. Ça me fait plaisir de répondre. Ça sert à rien de faire des consultations, tu sais, quand les gens, c'est hors de leurs moyens ou peu importe. Là. Donc, on fait des estimés à l'avance là, que personne ne perde leur temps, incluant vous, moi et le client. Euh, Ensuite, si vous avez besoin de faire interpréter une radio, parce que vous savez pas ce que vous regardez, même après le webinaire de ce soir, euh, normalement, disons, une radio, une question, là, c'est à peu près, c'est 60 $. Euh, Souvent, je vais trier, là, si c'est pas urgent, je vais les faire les vendredis, là, dans ma journée de consulte. Si jamais vous êtes sous anesthésie et que vous avez besoin de faire interpréter quelque chose rapidement, appelez le numéro de Yvette Mobile. Euh, pour qu'ils me disent qu'il y a un courriel, tu sais, qui va rentrer puis que je le regarde tout de suite parce que je les vois pas, tu sais, je suis pas tout le temps sur mes courriels. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer la radio de l'autre côté aussi, ça m'aide souvent quand vous faites ça. Fait, je dis une radio, là, mais tu sais, bref, la radio adjacente, la radio de l'autre côté, c'est comme une question. À part de ça, là, si vous avez
plutôt besoin de faire évaluer, mettons, toutes les radios de bouche d'un patient au complet ou il y a un patient qui vous embête, là, puis vous voulez qu'on regarde les plans de façon plus exhaustive, ben là, ça devient une consultation interne que je peux faire aussi, une consultation virtuelle. Puis ça, c'est 132 $. Fait encore là, c'est pas super cher non plus. Là, ça ne bosse pas nécessairement le budget là, du client là, si vous êtes un peu mal pris. Fait que souvent, on peut dépanner en faisant ça. Donc, c'est ça. Interprétation de radio à 60, c'est comme une radio, une question. Puis si c'est genre, ah, je ne sais pas quoi faire avec toute la bouche du patient, fais-moi un plan, ben là, ça devient, ça me prend un petit peu plus de temps. Ben là, c'est 132. Puis, dans tous les cas, je vous remets un rapport, tout est bien écrit. Si jamais vous n'êtes pas sûr, au pire, envoyez-moi votre question, puis je vais vous le dire, là. Puis, en général, la différence, je vous dirais, entre juste une question rapide en courriel, tu sais, de on jase versus une interprétation de radio, c'est s'il faut que je fasse une décision, tu sais, qui va modifier la vie du patient. Tu sais, si vous vous demandez est-ce que j'extrais ou non cette dent-là, ben, tu sais, c'est un peu ma responsabilité professionnelle qui devient engagée. Fait que, c'est ça, il y a un coût. Si vous faites juste m'envoyer une photo, vous vous dites, hey, cette malocclusion-là, qu'est-ce qu'on ferait? Ou, tu sais, je veux dire, là, ça devient une question un peu générale. Puis là, ben, ça me fait plaisir, puis je vous réponds toujours gratuitement. Fait que, au pire, envoyez-moi des courriels, puis je vous dirai, là, s'il y a des frais. On va se débrouiller. Parfait. Est-ce que tu veux commencer? Ce soir, tu as un petit PowerPoint pour nous. Oui. Tu devrais être capable de partager ton fichier. Là, là c'est... Oups. Euh, J'ai pas fait ça beau, là. Tu sais, c'est genre sur fond blanc, il n'y a pas de, pas de fonte ou y a rien, mais on devrait être capable de euh, Mais c'est le d'apprendre nouveau, des choses mais c'est aujourd'hui. le nouveau standard, hein? Mettre le moins de flafla possible, le moins de Ah oui, mots ben possible. Oui. ça me convient Fait très que bien. tu vois. Ça me prend une éternité faire la mise en page, là, tu sais, je veux dire, je trouve ça tellement lourd, j'ai pas la touch pour ça prend tout. OK. On est prêt? Oui! Les annonces sont faites? OK. Bon, fait pour commencer, je vais vous rappeler, peut-être que vous avez déjà vu ma conférence un petit peu plus longue ou un petit peu plus euh, encadrée, là, sur comment j'interprète des radios dentaires. Donc, je vais vous faire un petit briefing rapidement de un petit peu c'est quoi mon processus mental quand j'interprète des radios. Puis après ça, ben, j'ai, je pense, 6 cas au moins, euh, des cas généraux. Puis j'ai des cas un petit peu particuliers que j'ai vus cette année, fait que je les ai mis qu'on en jase. Donc, moi, quand je regarde une radio, en fait, je vais toujours me poser les mêmes questions, puis j'ai comme ma petite méthode. Fait que j'appelle ça mon algorithme, là. Fait que je vais me poser 5 questions à chaque fois que je regarde une radio, puis c'est comme ça que je vais arriver au bout de faire des diagnostics pour mes radios. Donc, en parlant de diagnostic, ma première question quand je regarde la radio, mon premier coup d'œil, c'est est-ce que ma radio est diagnostique ou est-ce qu'on a besoin de la refaire? Donc, je vais regarder que ce soit moi ou ma tech qui le fait, là. Est-ce que la technique est bonne? Est-ce que il y a trop d'élongation ou trop d'accourcissement? Des fois, s'il y en a un petit peu, là, tu sais, comme je dis souvent peut-être un petit 10% ou un petit 10 degrés, là, souvent, ça ne nuira pas à l'interprétation, mais tu sais, si à un moment donné, les dents sont beaucoup plus longues, euh, l'élongation, le raccourcissement va changer l'apparence, la hauteur de la crête alvéolaire. Donc, on peut surestimer ou sous-estimer la maladie parodontale. Donc, c'est vraiment important que nos dents aient une proportion là, qui fait du sens sur nos radios. Est-ce que toutes les dents d'intérêt sont sur notre radio? C'est-à-dire, si j'ai demandé, j'ai pas un mandibule, ben, est-ce qu'on a les dents jusqu'à la 11 au complet? Est-ce qu'on voit la 11? Est-ce qu'on voit l'os au-delà? Même chose au maxillaire. Est-ce qu'on voit jusqu'à la 10? Est-ce qu'on voit toutes les dents dans le cadran? Il manque-tu des structures? Est-ce que, en plus d'avoir toutes les dents présentes sur ma radio, c'est important de voir 2 à 3 millimètres au-delà de l'apex de la dent d'intérêt? Par exemple, sur ma radio qui est à l'écran présentement, mon apex est pas mal collé dans le coin de la radio. Donc, s'il y avait une lésion périapicale, elle pourrait être obscurcie. Tu sais, étant donné qu'on on voit pas bien l'os autour, ben, c'est difficile d'apprécier s'il y a un contraste qui est différent avec l'os environnant si la radio est trop sur le rebord. Donc, j'ai besoin de voir au moins 2 à 3 millimètres d'os au-delà de l'apex. Puis, j'aime ça aussi, mes dernières dents en bouche, de voir un 2-3 millimètres au moins
d'os derrière ma dernière dent parce que les dents surnuméraires sont souvent aux extrémités. Fait que c'est souvent la première prémolaire ou la dernière molaire que les animaux aiment faire des extras. Fait que je vais m'assurer qu'il n'y a pas une petite surprise. Et sinon, est-ce qu'il y a des artefacts sur la radio qui me nuisent? Fait que j'ai-tu un morceau de tape qui est radio-opaque, qui est soit sur une dent ou des fois, tu sais, on l'a détartré puis il y a un morceau qui est lousse dans la joue. Là, ça se dépose sur un apex, par exemple. Là, dans ce cas-ci, j'ai le marqueur de ma radio qui est en plein sur l'apex de ma dent, c'est un petit peu tannant. J'ai-tu le tube endotrachéal qui passe sur ma radio parce que là, on a mis le film derrière à place de devant, etc. Bref, y a-t-il quelque chose qui me nuit, puis est-ce qu'on a besoin de la refaire? Fait que idéalement, la réponse à ça, c'est non. Puis je passe à ma deuxième question, mais si c'est oui, ben, je vais tout de suite dire à ma tête, mais refais celle-là ou celle-là. Ensuite, je vais mettre comme mes lunettes, puis je vais me dire, OK, l'anatomie sur ma radio, est-ce qu'elle est normale? Fait que la première question que je me pose, c'est est-ce que toutes les dents qui devraient être sur la radio sont sur la radio? J'ai-tu des dents manquantes, puis j'ai-tu des dents surnuméraires? Ensuite de ça, est-ce que toutes les dents que je vois sur la radio ont la forme qu'elles devraient avoir? J'ai-tu des racines tout croches? J'ai-tu des dents mal formées? J'ai-tu des couronnes qui n'ont pas la forme qu'ils devraient avoir? Vraiment d'un point de vue anatomique, pas d'un point de vue fracture ou lésion, mais juste d'un point de vue anatomique, y a quelque chose qui est anormal? Et est-ce que les dents sur ma radio ont le bon nombre de racines? Donc, sur mon exemple ici, on aurait une dent absente qui serait la 11, parce que si ici, on est au mandibule de chien, le museau du chien serait à droite de l'écran. Je suis pas bonne gauche droite. En fait, le museau est ici. Donc ici, on reconnaît notre molaire 1, qui est comme un gros château, comme la lettre M. Donc ici, on a notre molaire 2. Donc, on devrait avoir une molaire 3, qui devrait avoir une dent, une racine derrière ici. Elle est absente. Fait que déjà, on a une dent qui est absente. Est-ce que les dents ont la forme qu'ils devraient avoir? Oui. Est-ce que le nombre de racines est normal? En fait, non. Ici, on a une dent à 3 racines. Si on se rappelle bien, il devrait avoir aucune dent à 3 racines au mandibule. Fait un petit truc que j'utilise souvent pour le savoir, c'est que le mandibule est en fait très étroit. Hein, quand on pense, on n'a pas une grosse largeur, donc il ne devrait pas y avoir de trépied. Il n'y a pas de dents à 3 racines qui sont faites pour aller là. Au maxillaire, il y a de la place, hein, puisqu'on a tout le palais, donc il pourrait avoir des trépieds, mais au mandibule, il ne devrait pas en avoir. Donc ici, sur notre petite M2, on a une petite racine surnuméraire. Ça ne veut pas dire que je suis obligée d'extraire la dent pour autant, mais c'est simplement un diagnostic, puis je vais l'écrire dans ma charte. Donc, anatomie, déjà 2 anomalies sur cette radio. Ensuite, je change de lunettes. Là, je vais mettre mes lunettes de maladie endodontique. Maladie endodontique, c'est toutes les maladies de la pulpe. En général, c'est des dents fracturées. Donc, est-ce que je vais regarder sur ma radio? Est-ce que j'ai des couronnes qui sont brisées? Est-ce que je vois une ligne de fracture quelque part sur une racine? Est-ce que la taille du canal pulpaire est la même pour toutes les dents sur la radio? Puis est-ce que c'est constant ou consistant avec l'âge de mon patient? Et est-ce que je vois des lésions péri-apicales quelque part? Donc, si on prend notre exemple ici, l'intégrité des couronnes, en fait, ça a l'air assez beau pour tout le monde. Est-ce qu'on voit une ligne de fracture? Ben oui, on en voit une sur la racine ici. Est-ce que la taille du canal pulpaire est la même pour toutes les dents? Est-ce que c'est conséquent avec l'âge du patient? Ben en fait, non. Ici, on voit que la cavité pulpaire dans l'incisive 3 est beaucoup plus large que dans toutes les autres dents. Est-ce que quelqu'un est capable rapidement dans le chat de m'expliquer pourquoi? Pourquoi une dent qui est morte a une cavité pulpaire plus grande? Ou si quelqu'un veut prendre le micro, mais ça... On a une réponse ici, la dent a arrêté d'évoluer. Ouais. Oh, ça vient. Déposition de dentine stoppée. La dentine a cessé de s'épaissir. Il y a quelqu'un qui dit, je ne vois pas la radio. Est-ce que je suis supposée la voir? Oui. Est-ce que tout le monde voit... Ben, en fait, c'est une radio, c'est le PowerPoint avec la radio est comme dans un frame ovale. Puis à côté, à la gauche de l'écran, vous avez mon algorithme 3, puis là, il y a des bullet points.
Mais bref, effectivement, donc, des fois, les gens vont se mélanger, vont dire, ah, il y a de la résorption, fait que le canal s'élargit, mais en fait, c'est pas ça. C'est que au fur et à mesure de la vie du patient, puis c'est la même pour nos dents ou les dents de nos enfants, je sais pas si vous avez vu les radios peut-être de vos enfants chez le dentiste, il y a des grosses, grosses cavités pulpaires à l'intérieur des dents quand les dents sont toutes jeunes. Et puis, la pulpe, au courant de la vie de l'animal ou de l'humain, va déposer de plus en plus de dentine jusqu'à ce qu'on ait une dent qui ressemble à ça, c'est-à-dire un tout petit canal pulpaire puis beaucoup, beaucoup de dentine. Ça, c'est un patient qui va être plutôt âgé. Mais si on voit une dent où la pulpe la cavité pulpaire est plus grande qu'ailleurs, en fait, c'est que la pulpe est morte à un stade X, qu'elle a arrêté de déposer de la dentine. Donc, pour que le patient soit assez âgé pour qu'il y ait un petit fil partout, puis ici, on voit une pulpe qui est quand même moyenne. Je peux vous dire que cette dent-là est morte, ça fait pas 3 mois, là, ça fait probablement quelques années. Mais bref, si sur une radio, on voit une dent qui a des cavités pulpaires très grandes, puis les autres dents, pas du tout, même si la dent n'est pas fracturée, ben cette dent-là est morte. Et est-ce qu'on a une lésion périapicale? Donc, est-ce qu'on a une zone radiotransparente à l'apex? Dans ce cas-ci, il y en a une qui n'est pas à l'apex, mais qui est plutôt autour du site de fracture. Fait qu'il y a de la résorption de la dent et de l'os sur ce pauvre petit patient. Puis en fait, ce patient-là, c'était mon pratique pour... Fallait que j'envoie des radios parfaites là, pour le board, là, bref. Dans sa gueule, on voyait absolument rien d'anormal. Il n'y avait pas, il y avait rien de fracturé, il n'y avait rien de décoloré, c'était un Doberman, il avait l'air super beau, puis il a probablement souffert en silence pendant des années. Voilà. On a une question. Faut-il extraire 102 aussi? Dans ce cas-ci, ouais, probablement parce qu'elle n'a plus de racines. Fait qu'elle est résorbée aussi, c'est un dommage collatéral, mais ouais, je pense que... Ouais, en fait, vous le verriez, parce que probablement quand vous allez extraire ça, vous allez voir dans la cavité, là, si l'autre racine, elle vous semble anormale. Puis peut-être aussi que sur la radio, post-op, une fois la 3 enlevée, vous allez voir mieux qu'est-ce qui se passe avec la 2, mais oui, je pense qu'elle est pas mal compromise aussi, malheureusement. Oups. Bon, fait que j'enlève mes lunettes de maladie endodontique, puis là, je mets mes lunettes de maladie parodontale. Fait que je vais regarder partout sur ma radio, je vais me dire, est-ce que je vois de la maladie parodontale? Donc, pour déterminer le stade de maladie parodontale, ce qu'on regarde, c'est est-ce que la crête alvéolaire ou est-ce que la hauteur osseuse est bien juste en dessous de la jonction amélo-sémentaire. Fait que juste en dessous de la couronne, c'est là qu'elle devrait être. On tolère une distance d'à peu près 1 à maximum 2 mm parce qu'il y a quand même des ligaments là, qui viennent s'attacher. Mais normalement, on devrait avoir notre os vraiment juste en dessous de la couronne. En humaine, ils vont se servir plutôt de millimètres pour déterminer les stades de maladie parodontale, mais nous, étant donné que les patients ont toutes sortes de tailles différentes, puis les dents ont toutes sortes de tailles différentes, on va y aller plutôt avec des pourcentages. Donc, on va déterminer si la crête osseuse n'est pas directement en dessous de la couronne, ben combien d'os est perdu. Donc, on va tout simplement regarder sur la longueur totale de la racine quel pourcentage est manquant. Donc, il y a 5 stades de maladie parodontale, 0 étant un parodonte parfait, ce qui est malheureusement rare chez nos animaux de compagnie. 1 étant de la gingivite seulement, donc invisible à la radiographie. Donc, on va plutôt, en regardant une radio, diagnostiquer les stades de 2 à 3. Donc, un stade 2 va être entre 1 et 25 de perte osseuse. Des fois, le stade 2 peut être difficile à diagnostiquer, à différencier du juste 1 à 2 mm d'attache de tissu mou. Mais là, ça va être plutôt de superposer votre examen clinique à votre, disons, l'information, additionner l'information de votre examen clinique à l'information qui est sur votre radiographie. Si j'ai un beau collet de gencive, j'ai pas de poche nulle part, puis j'ai comme un petit millimètre manquant à la radio, ben, tu sais, je vais quand même dire que c'est un parodonte normal. Mais là, si je commence à avoir une petite récession de 1, une petite poche de 1 ou 2, ben là, je vais dire que c'est une maladie parodontale de stade 2. Si on a entre, attendez, je pense qu'il y a une animation, ouais, 25 et 50 de perte osseuse, on est au stade 3. Puis si on a 50 et plus de perte osseuse, on est au stade 4. À partir du stade 4, la dent devrait être extraite. Les stades 2 devraient être traités. Fait que juste un bon nettoyage de la racine là, devrait permettre
de maintenir ou peut-être même de faire rattacher le parodonte. Puis un stade 3, ben, ça dépend de la situation. C'est-à-dire que si la dent est importante pour la mastication, on a un jeune patient, on a un client motivé à brosser les dents, ben on peut tout à fait nettoyer les poches ou les récessions et espérer que le parodonte guérisse. Par contre, si le patient, sa bouche est épouvantable, il y a déjà 12-13 ans, le client dit qu'il ne reviendra plus jamais en anesthésie avec son patient, ben peut-être que à ce moment-là, le stade 3 est mieux de partir. Donc, le stade 3, c'est un petit peu le contexte d'habitude qui va nous dire si je devrais l'enlever ou pas. Fait que les deux réponses sont bonnes, ça va juste dépendre de votre jugement. Donc, on avait ici un exemple de maladie parodontale chez le chat. Fait que je vais regarder où est-ce qui est ma jonction amélo-sémentaire. Donc, souvent, ça va être une zone un petit peu plus radio-opaque parce que l'émail est un petit peu plus blanc que le reste. Donc, je détermine où est-ce qu'elle est ma jonction amélo-sémentaire, où est-ce qui est mon apex. Puis là, je vais essayer de déterminer la distance entre les deux, où se trouve mon os. Puis là, bon, on va simplement décider on est à quel pourcentage. Donc, probablement pour ma 103 ici, on est peut-être à 25% de perte osseuse, fait qu'un PD2. Ensuite, souvent, en fait, on devrait diagnostiquer le pire aspect de la dent parce que c'est la pire portion de la dent qui va dicter le pronostic. Donc, même si j'ai, par exemple, une dent de deux racines, j'ai une racine qui est parfaite, puis j'ai une racine qui est stade 4, ben la dent au total est stade 4, on ne peut pas rattraper ça. Donc, ici, j'ai probablement 50% de perte osseuse, 50% de perte osseuse, 50% de perte osseuse, 50% de perte osseuse. Ici, c'est peut-être une PD3, mais quelque part entre le 50 et le 25. Donc, j'enlèverais les 4 incisives du milieu. Puis les deux autres, ben, ça dépend un petit peu de qu'est-ce qui va rester en bouche. Là. Je pourrais décider de les enlever ou pas, là, dépendamment de comment va mon patient. Et puis, rapidement, ma cinquième question que je vais me poser, c'est est-ce que je vois de la résorption chez mon patient? Donc, on se rappelle, j'ai mis ça à louer. Donc, chez le chat et le chien, on a des types de résorption qui peuvent être un petit peu différentes. Donc, chez le chat, on se rappelle, on a la type 1, qui est comme des petites bouchées, des petites mites qui sont passées dans la dent et qui ont décidé de faire des trous un petit peu partout. Mais on voit encore très bien le ligament parodontal. On a le type 2 où les racines ont été remplacées par de l'os, puis ça devient difficile de tracer le contour des racines. Et on a le type 3 où le chat a décidé de faire moitié-moitié avec ses dents. Donc, on va avoir une racine de disparue, mais on va avoir aussi une racine qui a encore un ligament parodontal et des petites bouchées de prise dans la dent. Pourquoi c'est intéressant de classifier les ondes de résorption par type? C'est que le type va vous dicter votre marche à suivre, le traitement à apporter. C'est-à-dire que le type 1, la dent devrait être extraite au complet. Un type 2, on peut faire une amputation de couronne et laisser les racines continuer de se résorber. Puis un type 3, ben, on va laisser la racine en résorption en place, mais on va retirer complètement la racine dont on voit le ligament parodontal. Donc, ça ici, c'est un exemple. Une belle grosse lésion de résorption ici, puis un petit peu petit début de maladie parodontale, probablement sur la 9. Les deux autres dents ont l'air quand même assez bien. On commence probablement à avoir un petit peu de perte de définition là, sur les racines de la 7. Ça commence à être difficile de voir le ligament parodontal. Donc, un petit peu de type 2 ici. Celle-là a l'air encore bien, puis un type 1 sur la 9. Chez le chien, c'est un petit peu plus varié l'apparence de la résorption, bien que les types 1 et 2 peuvent quand même assez bien s'appliquer. Donc, on va avoir de la résorption. C'est toutes j'ai traduit les noms en anglais, là. Bref, la inflammatory root resorption, où il va y avoir vraiment des bouchées parties dans les racines. Ce type de résorption-là chez le chien est toujours associé à une dent qui est morte. Donc, quand vous voyez des bouchées parties comme ça, on extrait tout. On peut avoir des chiens qui se prennent pour des chats et qui ont décidé de remplacer leurs racines par de l'os.
dans quel cas on va faire exactement la même chose que c'est le chat, amputation de couronne, et on peut laisser les racines là. On a aussi quelque chose qui s'appelle la résorption externe de surface des racines. Des fois, on va voir, c'est comme si nos dents avaient l'air des petits cœurs de pommes. Fait que ça, elles vont être comme mangées dans le milieu, mais l'apex redevient intact, puis là où est près de la couronne, ça devient intact. Mais on voit un ligament parodontal autour de tout ça. C'est super étrange, mais ça arrive parfois. Ça, en théorie, c'est asymptomatique chez les patients. Donc, ça peut être tout simplement laissé là. Et on a la résorption radiculaire de surface, mais cervicale, en tout cas, le titre était accouché dehors, même en anglais. Mais bref, ça ressemble, encore une fois, à des lésions de chat. Donc, il y a une petite bouchée qui est prise dans la dent. Puis à ce moment-là, bien évidemment, la pulpe est touchée, tout ça s'est infecté. Ça peut pas être non plus renversé comme processus, fait qu'on peut pas faire de restauration, on peut pas arrêter le processus de résorption une fois qu'il est commencé. Donc, même si la lésion se rend pas dans la pulpe, il y a rien à faire, elle va se rendre éventuellement, donc on extrait. Fait que petite bouchée, on extrait, puis remplacement ou petit cœur de pomme, on peut laisser en place, ou du moins faire des amputations de peau. Donc, c'est mes 5 questions que je me pose à chaque fois que je regarde une radio. Puis là, j'écris tous mes diagnostics, puis ensuite, ben, je vais décider mon plan de traitement. Question avant de passer au cas. Déjà une. J'avais peur que ça Oui, soit pas assez long. on a une main levée. Est-ce que, de Docteur Thibault, je vais permettre de parler. Je vais activer le micro. Ah, Martin, on t'entend pas. Est-ce que tu veux activer? Oui, bon. Oh, oui, on t'entend là. Est-ce que tu nous entends? Mais nous, on t'entend pas, par contre. Oui, On entend juste comme un petit bruit, là. On dirait que t'es caché dans le fond d'une voiture. un peu. Pendant que Martin, essaie une autre façon de voir si tu peux jouer avec ton micro. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent écrire dans le chat ou le Q&A? On va voir, il y a une autre personne qui a la main levée. Martin, on t'entend vraiment pas. Écoute, je sais pas si tu veux te reconnecter ou essayer avec un autre micro. On va passer à une autre personne juste le temps que Martin, on veut vraiment entendre ta question, mais c'est juste que là, on a l'impression qu'il y a un pépin technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, on va voir. OK. Est-ce possible de voir la radio de résorption externe de surface radiculaire en plus gros zoom pour bien voir le détail? Est-ce que tu es capable de... Oui. Fait que ça va être vraiment la dent elle semble remplacée par de l'os, mais c'est comme si le ligament parodontal avait suivi, contrairement à la dent d'à côté qui a vraiment de la résorption de remplacement. C'est-à-dire que elle est juste on voit vraiment les trabécules des os qui remplacent la dent, mais la résorption de surface va c'est comme si le contour de la dent reste bien défini. C'est la différence entre les deux. OK. Je pense que ça répondait. Il écrit super, merci. Une autre question ici. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Est-ce que la dent doit être retirée dans le troisième cas, résorption externe de surface radiculaire, ou on peut la laisser en place? En fait, euh, dans les deux cas, en fait, on peut les laisser en place. C'est asymptomatique, ça fait pas du tout mal aux patients. Donc, ils peuvent rester là. Parfois, le petit cœur de pomme, là, va rester, le centre de la racine être tellement étroit que la dent est mobile parce qu'elle est comme sur le bord de craquer, là. Fait que dans ce cas-là, on fait une amputation de couronne. Mais à moins que la dent soit mobile, là, en général, je les laisse là. Puis c'est toute une job à l'enlever ça, là. Fait que si là, les dents sont pas mobiles puis vous semblent bien solides, puis quand tout ce qu'on voit, c'est un petit cœur de pomme, laissez ça tranquille puis passez à un autre appel. J'en ai eu pendant ma résidence où on voyait vraiment sur plusieurs dents, là, mais je l'ai pas à la radio. Mais si un jour je repogne un patient comme ça, je vais la mettre de côté, c'est ça.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, pas d'autres mains levées. OK. J'ai des petits cas. Oups. En fait, ça, c'était les deux cas où on extrait. OK. Donc, le premier cas, c'est... Oh, oups! Oh, Juste avant, question, est-ce qu'on doit extraire la dent à côté? celle qui a de la résorption de remplacement? C'était pas spécifié dans la question. Fait que moi, je parlerais Euh, des deux. ben, Oui, en fait, dans les oui, deux... oui. OK. Elle répond oui. Dans les deux cas, bon, la résorption externe de remplacement, en fait, c'est exactement le même scénario que le type 2 chez le chat. C'est-à-dire que si ce processus-là est asymptomatique quand il y a seulement les racines impliquées, OK? Fait que le chat n'a pas mal à ses dents. Ou du moins, les humains qui ont ça n'ont pas mal à leurs dents. Par contre, à partir du moment où la résorption va arriver dans la bouche, fait à partir du moment où ça traverse puis ça attaque la couronne, là, les bactéries se mettent de la partie parce qu'évidemment, notre bouche n'est pas stérile. Et là, il y a toujours de l'inflammation et de la douleur qui s'installe. Donc, on peut décider d'intervenir préventivement ou de laisser aller la chose. C'est-à-dire, mon propre chat a de la résorption de type 2 sur ses canines depuis plusieurs années, mais c'est minime. Ça ne dépasse pas, disons, la moitié apicale là, de la dent. Fait que je surveille à chaque année, je reprends les nouvelles radios, je m'assure qu'il n'y a pas de lésion, que c'est loin de la bouche. Je laisse profiter de ses canines encore un petit peu. Par contre, je sais que ce chat-là va être suivi puis que je ne vais pas le perdre au suivi et donc que ces dents-là ne deviendront pas un problème ou du moins que si une année ils deviennent problématiques, ben ça ne fera pas comme longtemps qu'elles causent un problème. Même chose, si vous avez un patient de 16 ans devant vous, il y a juste de la résorption au niveau des racines, ben, si ça y a pris 16 ans, manger la moitié de ses racines, il y a probablement d'autres choses à faire dans sa bouche. Puis probablement que vous voulez le réveiller d'anesthésie le plus rapidement possible. Fait que c'est probablement pas une dent que je me lancerais là, rapidement dans une extraction. Ben, en fait, ça serait une amputation de couronne, donc ça serait assez rapide. Par contre, si mon patient est jeune, si les lésions commencent à être près de la bouche, ben, je me dis que d'ici à son prochain rendez-vous annuel, ça risque de toucher la bouche puis de devenir problématique. Ben là, j'aime mieux faire une amputation de couronne préventivement. Ou, par exemple, si mon chat a une stomatite, ou si mon chat, des fois, on le sait, là, c'est des one-shot deals, là, les gens nous disent, c'est la seule fois qu'il va avoir des soins dentaires de sa vie. Ben, dans ce cas-là, j'aime mieux enlever des problèmes. Fait que, je vous dirais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse tant et aussi longtemps que la lésion est rendue dans la bouche. Fait que si c'est juste au niveau des racines, c'est asymptomatique. Fait qu'on peut décider de les laisser. Si vous êtes plus du genre conservateur, on peut les enlever si vous êtes plus du genre interventionniste, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est la réponse longue. Ça va pour ça? Oui. Oui. Donc, ici, on a Steve, chat domestique castré de 9 ans, qui a été présenté parce que le chum en fait, c'est mon chum, c'est le chat de mon chum. Un jour, je me suis tannée, puis je l'ai amené faire ses dents parce que je savais qu'il avait des dents cassées. Donc, c'est sa raison de présentation. Il a été kidnappé par une dentiste et mis sur la table. Donc, ça, c'est ses photos cliniques avant de faire quoi que ce soit. Donc, déjà, est-ce que vous voyez des problèmes dans sa bouche? Dans sa bouche ou dans la relation? Oh, mon chum était très content que je kidnappe son chat. Vous pouvez utiliser le plus simple pour vous, le chat, le Q&A pour écrire. Donc, on a réception 407. Ouais. On a réception 84, la 407, 400, les lésions réceptives. Il y a au moins 400, 408 manquantes. Oui, merci. Puis, peut-être pas sûr qu'elle est manquante. On a une petite affaire ici qui m'énerve. Ensuite, il y a au moins une autre chose qu'on peut voir. On a comme une autre. Ah, ça vient d'une habituée. Lésion 307, 309, couronne en résorption de la 408. Il y a une autre lésion que je trouve quand même qu'on devrait être capable de voir cliniquement avant de faire les radios dans ce chat-là. Oh mon Dieu. Hey, là, ça rentre. Furcation 207. J'ai l'impression que je joue au bingo, là. Oui?
Bifurcation 207, dans 206 manquante, 208. 208 manquantes, puis ouais, la racine là, de la 207 est pas mal à l'air. Là. Fait qu'on sait qu'il se passe quelque chose ici aussi. Fait que même si j'ai pas mes radios encore, je fais juste voir ce chemin clinique. Déjà, j'ai une, deux, trois dents manquantes. J'ai une lésion de résorption, j'ai un doute d'une racine qui dépasse la gencive, j'ai de la maladie parodontale. Fait que, tu sais, déjà, vous pouvez préparer votre client qu'il va y avoir des extractions. OK, fait que ça, c'est ces radios. Fait que, mettons qu'on... Les autres, je vais aller plus vite, là, mais mettons qu'on fait mon algorithme pour cette radio. Bon, la radio tel diagnostic, oui, elle est bien symétrique, j'ai pas, c'est ni raccourci ni allongé. Est-ce que il y a des défauts d'anatomie? Est-ce que toutes les dents qui devraient être là sont là? Est-ce que toutes les dents ont les formes qu'ils devraient avoir? Est-ce que j'ai des dents sur le miroir? Manque la 202 extrait, couronne de la dent 202 fracturée, Ouais, 202 racines, exactement. 102 fracturée, racine 202 reste. Donc, si on se rappelle des cadrans, quand on regarde le patient, c'est comme un C à l'envers, c'est-à-dire que euh, en haut à gauche de l'écran, c'est cadran 1, 2, 3, 4. Donc, le cadran 1, ben, c'est celui, je vais lâcher gauche-droite, là, c'est clair que je me trompe. Là où il y a ma souris en ce moment, c'est le cadran 1. Le cadran 2 est ici, donc c'est la 202, qui est effectivement pas absente, mais bien fracturée avec un fragment de racine là, qui est encore présent. Donc, ça, d'habitude, je ne le mets pas dans anatomie parce que là-dedans est anatomiquement présente. Je vais le mettre plutôt dans endodontie, dans mon cerveau à moi. Mais bref, tant que vous écrivez sur votre charte qu'il y a une racine retenue là, c'est bien correct. Fait que endodontie, ben, on a un petit peu répondu. On a un fragment de racine qui reste au niveau de la 202. Maladie parodontale, j'ai-tu des problèmes? As-tu un petit bruit de mouche qui vole? Le cricket. Je suis Bon, bref. stade 3. Ah, c'est à 3 sur quelle dent? Légère récession de la 103. Toutes. Là, c'est Ah, quand tu as dit la question. oui, non, ouais, j'avais compris. Oui, Euh, ça, 3, je trouve ça un petit peu sévère. Donc, si je regarde, par exemple, on va partir, mettons, de gauche à droite. Ma 103 est ici, ma couronne, elle termine ici. Ma crête alvéolaire est là. C'est vrai qu'il me manque peut-être un petit millimètre ici. Donc, je suis d'accord pour le stade 2, pour la 103. Fait qu'il faudrait aller voir ça ici, voir si c'est juste son attache à lui qui est un petit peu, tu sais, est plus fibreuse. Tu sais, voir si j'ai une petite poche là, mais je m'attends pas à avoir vraiment grand-chose. Entre les incisives, ici, on a de l'os ici, on a de l'os jusque-là, on a un petit peu d'os là. Tu sais, j'ai peut-être du 2 un petit peu partout, mais en général, je trouve que ça a quand même du sens sur ce petit patient-là. Pour les canines, euh, ici, mon ligament parodontal a l'air quand même assez étroit. En fait, j'aime pas ça du tout, juger de mes canines sur cette vue-là. Euh, Parce que j'aime mieux ma latérale ou ma rostrale oblique, là. Mais à date, je trouve quand même que ces canines-là sont assez belles. Ah, non, stade 3 c'est pas 1 à 25, c'est le stade 2 ça. Fait que stade 0, c'est, pardon, parfait. Stade 1, c'est gingivite. Stade 2, c'est 1 à 25. Stade 3, c'est 25 à 50. Puis stade 4, c'est 50 et plus. Donc, on avait vu la même chose, on s'est juste mal exprimé. Parfait. Donc, sur ça, on a juste notre racine ici qui est brisée. Fait que notre cadran, 200. Fait que là on peut évaluer notre canine. Donc, anatomie. Est-ce qu'on a des dents absentes? Est-ce qu'on a des dents mal formées?
Hélène, toi qui n'es pas en pratique, est-ce que tu vois s'il y a des dents absentes? Hey, honnêtement, écoute, moi, c'est pathétique, là. Tu veux pas que je me fasse respecter par l'ordre parce que, ouf, je vais avoir chaud. Donc, on a notre belle carnassière qui est manquante ici, notre 208. Ensuite, fait qu'en fait, du point de vue anatomie, c'est pas mal le seul problème que je vois. Du point de vue endodontique, est-ce que je vois des dents cassées? Est-ce que je vois des lésions périapicales ou des gros canaux pulpaires sur cette radio-là? Je vais répondre tout de suite parce qu'on va passer à la nuit ici, là. Euh, du niveau endodontique, ça me semble assez beau. Maintenant, du niveau maladie parodontale, est-ce qu'il se passe des choses? Oui. Donc, notre canine, elle a peut-être, on a probablement un côté de la crête osseuse qui est ici, l'autre qui est là. C'est-à-dire que il y a probablement l'os du côté palatin est peut-être un petit peu euh, moins haut que celui du côté buccal. Donc, on a un petit peu de perte osseuse ici, mais je trouve quand même que c'est peut-être un stade 2 pour la canine, donc elle pourrait tout à fait rester en bouche. Note 6, elle semble quand même heureuse. Note 7, bon là, la 7 a fait dur. Donc, on a probablement une furcation ici parce que c'est plutôt sombre. Donc, ça serait questionnable, mais bref, euh, je vais prendre une note mentale puis vraiment aller voir avec ma sonde si je suis capable de passer au niveau de la furcation. Mais bon, c'est très, très, très louche. Puis ici, bon, ben, tu sais, notre apex est ici, notre jonction amylocémentaire est ici. On est pas mal déjà à 50% de perte osseuse. On est peut-être même plus bas sur la racine médiale. Fait que la 7, clairement, il faut qu'elle s'en aille. La 9, c'est un petit peu dur à dire. Par contre, je trouve que je vois pas trop son ligament autour. Là, d'après moi, elle tient peur. Là, fait que... Mais ça serait plutôt à aller voir cliniquement. Est-ce que je peux sonder bien comme il faut autour? Euh, c'est un petit peu difficile à dire sur la radio. Les radios vont pas tout le temps vous donner toutes les réponses à votre examen clinique qui est très important. Fait que c'est sûr que la 7, elle s'en va. La 4, elle a un petit peu de maladie parodontale, mais rien qui me choque. Puis la 9, ben, ça va être à aller vérifier clinique. Ah, 207, moi, je la colle stade 4. Maintenant, son mandibule, fait qu'on reste du côté gauche du patient. Excusez, il faut comme que je mette la boîte de chat quelque part pour pas que je me cache les radios. Au niveau des incisives et des canines, est-ce que, bon, ma radio diagnostic, tout le monde qui devrait être là est là. Maladie endodontique, bon, j'ai rien de cassé, j'ai pas de grosse cavité pulpaire, j'ai pas de lésion préapicale. Est-ce que j'ai de la maladie parodontale? Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs incisives là-dedans qui font dur, là. Fait que l'incisive 3 ici, qui se trouve être la 303, ben, quasiment à 90% de perte osseuse, elle tient par l'apex et c'est bien tout. Mes deux incisives centrales font pas mal pitié. Ça aussi, disons, c'est pas mal rendu à un 50%. Ces deux-là, vu qu'il y a une petite rotation, c'est un petit peu dur à dire. Euh, c'est pas fort. Mais bref, encore là, je vais aller voir avec mon examen clinique, peut-être qu'ils vont un petit peu mieux que les autres, mais bon, ces quatre-là font, c'est définitivement des stades 4. Euh, résorption, qu'est-ce que vous pensez des canines? Donc, ouais, Martin Isabelle, P4 sur 401, 301, 302, 303, définitivement. Ouais. Donc, résorption petite 2 canine, mais c'est débutant. Fait que ça commence ici, mettons sur la 304. Je peux suivre mon ligament parodontal, puis là, oups, ici, je commence à le perdre. Par contre, tu sais, je suis quand même capable de tracer le contour de la dent. Sur la 404, c'est un peu moins beau, c'est-à-dire ici, j'aurais de la misère à prendre un crayon puis dire où commence la racine et où commence l'os. Par contre, tu sais, j'ai encore un beau ligament parodontal plus coronal, plus près de la dent. Puis, tu sais, je vois encore ma cavité pulpaire. Je vois pas de trabécules qui ont remplacé la dent encore. Fait que ça, pour moi, c'est des lésions de type 2 qui sont débutantes. Fait que là, vu que maintenant, il y a une belle maman qui est dentiste, ce chat-là va être suivi. Donc, il va avoir ses radios l'année prochaine. Fait que je suis tout à fait à l'aise de les laisser en place puis de les surveiller.
Mais si mes lésions là, étaient plus là, en partie ici, plus près de la couronne, probablement que j'aurais enlevé les dents. Mais ça, je suis à l'aise de les laisser et de surveiller. Par contre, comme je vous dis, si c'est un one-shot deal avec le patient, c'est un chat de refuge, par exemple, on ne sait pas s'ils vont être vus après quel genre de soins ou de vie ou c'est un catch and release. Je préfère enlever tout ce qui pourrait possiblement causer problème. Fait que on pourrait décider de les enlever, mais pour le moment, c'est assez léger comme résorption. On a une question. Oui. C'est une question théorique. C'est pas nécessairement c'est pas en lien avec le cas présenté. Est-ce que la dent doit obligatoirement être extraite si furcation exposée, mais que la dent est stable et une perte osseuse est moins de 50%? Exemple, le 108 ou 208 chez un grand chien. Ouais. Je vous dirais que la réponse courte, c'est oui. Le problème avec les furcations, c'est que ça fait un dôme. Et les débris de nourriture, le tarte, la plaque, s'accumulent là-dedans vraiment facilement. Donc, à partir du moment où la furcation est exposée, ça fait vraiment comme un aimant à débris et ça va précipiter la maladie parodontale sur les racines à cet endroit-là. Donc, la plupart du temps, on va dire que si on a une furcation bord en bord, le pronostic de cette dent-là est réservé. Si le client est très motivé à brosser les dents, on peut toujours moyenner en faisant un bon nettoyage, mais en sachant que il faut vraiment qu'elle soit suivie, cette dent-là, là, parce que c'est pas sûr du tout qu'elle survit, mais la réponse courte, c'est on devrait les enlever. OK, nos petites prémolaires et molaires sur Steve. Donc, anatomie, tout le monde est présent. Maladie endodontique, effectivement, la racine médiale de la sèpe est fracturée. En fait, probablement parce qu'il y avait de la résorption, parce qu'on voit que la densité là, de la dent n'est pas tout à fait normale, fait qu'il y a vraiment des petites bouchées, puis on a la résorption de type 1 par-dessus ça. On a de la maladie parodontale, on est à plus que 50% de pâte osseuse avec une furcation, elle s'en va. On a un petit peu de maladie parodontale ici au distal de la 9. Le reste de la dent est beau. On frôle le 50%, on pourrait décider soit de l'enlever, soit de la laisser. Là, ça serait, je dirais, au choix de chef. L'autre côté, donc, son cadran 100 était plutôt tranquille. Encore là, on commence à perdre un petit peu de définition de la canine, là, mais rien de super choquant. Puis le reste, ça me semble quand même assez beau. Et le son petit mandibule de l'autre côté, ben là, c'est le party. Donc, j'avais raison, ce que je vous disais tantôt sur la photo, là, il y avait comme une petite pointe, là, avec peut-être de quoi de blanc qui sortait de la gencive. On a une belle racine retenue ici, qui dépasse vraiment la crête osseuse, là. Fait que souvent, des bouts de racines qui sont laissés comme ça, qui sont laissés pointus, vont fenestrer la gencive comme ça ici. Puis, bien évidemment, les bactéries vont embarquer dessus, vont embarquer dans la cavité pulpaire. On a même l'extrusion de la racine. Donc, ça, il faut que ça parte. On peut pas laisser ça là. La racine cassée de l'autre côté, si c'est celle-là, oui, moi, j'irais être partiellement même pas mal résorbée, là. Fait que je pense que j'irais faire une amputation de couronne, mais j'essaierais de mettre ce lisse ici, là, la racine médiale, là, ça, c'est pas beau. Même chose, quand on a une pointe comme ça, une esquille, je trouve que c'est trop dangereux, là, que ça perfore. Fait que j'irais amputation de couronne ici. Peut-être même qu'une fois que je vais avoir ouvert mon lambeau, je vais la voir, cette dent-là, que je vais être capable de l'enlever. Ça s'en va. Bon, ici, on a vraiment un exemple du chat qui a fait les deux types de résorption sur la même dent. Fait qu'on a des bouchées de partie, mais on voit plus vraiment les racines. Fait qu'on pourrait aller faire une amputation de couronne sur sa 7. Puis la 9 a échappé au carnage par je sais pas quel phénomène. On a un petit peu de maladie parodontale ici. Rien de super choquant. Fait qu'elle peut rester en place. Pour la radio précédente, si on décide d'extraire la canine, est-ce que c'est la canine au complet ou la couronne seulement? Sachant que c'est pas trop avancé, j'essaierais d'enlever le plus de racines possible. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit vous lancer dans une extraction comme d'habitude, puis à partir du moment, si elle casse, ben là, vous laissez le fragment cassé tranquille, mais au moins, vous allez pouvoir en enlever un petit peu plus. Si c'était plus avancé que ça, des fois, je fais juste ouvrir, couper, puis retirer. Mais la partie à retenir, surtout là, je vous dirais, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas de morceaux de dents qui dépassent de la crête osseuse puis qui risqueraient de faire une pointe, comme ça ici, vous êtes correct. Donc, sur cette dent-là, je vous dirais que les deux réponses, les deux techniques seraient acceptables.
L'autre précédente? Là, c'est-tu celle-là ou c'était l'autre avant? Avant, là, je suis perdue. Je- Donne-moi un numéro ouais. dedans. Ah, oui. Fait qu'on pourrait aller voir. Est-ce qu'on a de la mobilité à cet endroit-là? Est-ce qu'on a une poche? Puis si on n'en a pas, des fois, je me dis c'est l'angle parce que j'étais peut-être un petit peu... Elle est tournée, cette dent-là. Fait que des fois, quand on est comme en vue, en plongée sur la dent, le ligament peut nous sembler un petit peu plus large. Mais oui, ça mériterait, encore une fois, à l'examen, là, d'aller vérifier. On a un œil de lynx, parfait. Bon, ça, c'est Steve. On a quand même fait un bon ménage. Là, j'ai des cas bizarres pour le reste. OK, fait que si on a un corgi mâle castré de 2 ans et 10 mois, c'est important, qui est présenté suite à une ruade. Donc, ça, c'est son examen clinique. Est-ce qu'on voit des problèmes dans sa bouche? Quelle heure? Eh boy. Tu te demandais si tu allais avoir assez de contenu. Oui, c'est ça. OK, bref, ce côté-là est correct, OK? Next. De face. Est-ce là, on commence à voir qu'il y a peut-être des anomalies? Et là, on va regarder de l'autre côté. Est-ce que vous êtes capable de déceler, juste à l'examen, des choses qui sont étranges ou anormales ou pathologiques? OK, donc la 304 est fracturée. 104, en fait, ça se trouve être la 204, mais oui, cette canine-là aussi est fracturée. La 303 est missing in action. Et là, on a les belles radios. Donc, ça ici, c'est au niveau de son maxillaire. Donc, on peut voir ici que la couronne, ben, il manque euh, une partie de la couronne complètement. La pulpe est exposée. Je n'ai pas de lésion péradicale encore. De toute façon, cette patient-là était présentée une couple de semaines après l'accident. Donc, clairement, on ne peut pas avoir une lésion péradicale encore, mais on va l'enlever, cette dent-là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec sa canine mandibulaire? Et en fait, j'aimerais savoir quel diagnostic exact est-ce que vous écririez dans votre dossier? Fait que enfoncer, pas un terme médical, bien que ça décrit bien la situation. Ah, je vois avulsion, intrusion, Est-ce que inverse de c'est l'avulsion. est-ce que c'est là que l'âge a une importance? En fait, l'âge a une importance parce que si ce chien-là avait été plus vieux, je vous garantis que sa mâchoire aurait cassé. Mais ce chien-là était jeune et avait une certaine compliance de son os qui a donné ça avec la ruade. Parce que c'est ça, si le chien avait eu 10 ans, tout ça aurait pété. Mais les animaux plus jeunes ont une certaine... Donc, c'est pas l'éruption qui est incomplète, Élise, parce que c'est arrivé de façon traumatique. Là, sa dent était normale avant. Là, elle est juste... Oh, on a c'est luxation. traumatique. Luxation, exactement. Donc, la différence entre avulsion et luxation, fait qu'une avulsion, la dent va être complètement sortie de son alvéole, c'est-à-dire que vous l'avez dans vos mains. Puis une luxation, c'est-à-dire qu'elle est déplacée dans son alvéole, mais encore dedans à quelque part. Donc, il s'agit d'une luxation de la 304 et on pouvait sentir la dent en dessous du menton du patient. Vous imaginez-vous comment ça a dû faire mal? En tout cas. Et oui, là, les deux incisives 3 sont quelque part, mais pas dans le patient. Peut-être qu'elles ont été avulsées. Peut-être qu'elles n'ont jamais été là. On ne sait pas. Mais bref, j'ai eu plein de plaisir à sortir ça. Je me suis demandé comment j'allais faire. Je me suis demandé si j'étais mieux d'inciser en dessous du menton puis de la sortir parce qu'elle était tellement passée comme la moitié tellement profonde. Finalement, je l'ai ressortie par où elle est venue. Et j'avais très peur de casser la mâchoire, mais ça a bien été.
Donc, ma radio post-op ici, on voit que la mâchoire, le cortex est bien intact. Et je l'ai juste... dans le fond, j'ai enlevé de l'os un peu autour pour y faire un chemin, puis avec mon pouce, je l'ai comme rétropulsé, je l'ai repoussé dans la bouche. Mais, qu'il a dû souffrir, ce petit loulou-là. Mais c'est ça, c'est le fait qu'il ait 3 ans, c'est ça qui a fait que ça a luxé, parce que les luxations et les avulsions, on voit vraiment ça chez les patients plus jeunes. Les patients plus vieux, là, ça a fait juste soit la mâchoire casse ou la dent casse, là, mais voilà, ce petit patient-là, ça aurait pas été la même histoire s'il avait eu 10 ans. Est-ce qu'avant de passer à un autre cas, on avait une question comme Ah oui, plus générale. Devons-nous toujours retirer les racines restantes si celles-ci ne dépassent pas la gencive et ne semblent pas déranger? Exemple, deuxième dentisterie avec racines restantes d'avant. s'il n'y a pas de signe d'inflammation, la réponse courte, parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, s'il n'y a pas de signe d'inflammation, fait que la gencive est rose pâle, puis il n'y a pas de signe à la radio de changement dans l'os, puis que c'est une trouvaille, oui, vous pouvez les laisser. OK. Petit patient. Bouvier bernois a eu son premier détartrage à vie à l'âge de 3 ans et tada, la vétérinaire trouve ça. Ça serait quoi, encore une fois, votre diagnostic exact? Puis, est-ce que faut intervenir ou pas? On a plusieurs noms. C'est mitigé, hein? Ils s'en place. Ouais, c'est ça. OK. Donc, on a une dent qui est incluse. Puis en plus d'être incluse, elle est il y a plusieurs façons de décrire les positions des dents, là, mais on appelle ça une version. En anglais, c'est tipping, là. Elle est comme tournée sur son axe. Fait qu'une rotation, en fait, la couronne serait avant même pas, ça serait juste tourner, mais dans le sens que c'est comme si la bouche était l'axe. Fait que, mettons, les brachycéphales, leurs dents sont en rotation parce qu'ils n'ont pas de place, là. Ils sont comme à 90 degrés. Mais ça, je dirais que la dent est en mésioversion. Fait qu'elle est tournée vers l'avant. Mais incluse étant, mettons, le mot-clé dans tout ça. Ouais, ben parce que probablement que ces dents-là, le Rottweiler, que ces dents-là étaient probablement luxées, c'était suite à une bataille. Oups. Bref, est-ce qu'on doit enlever cette dent-là? En fait, le problème à chaque fois qu'une dent est incluse, c'est qu'elle risque de former un kyste dentigère. C'est-à-dire que les cellules qui forment l'émail, donc, sont dans le bourgeon, et ces cellules-là vont se dissoudre quand la dent fait éruption parce que c'est comme si la capsule va devenir continue avec la cavité orale et la dent va sortir. Donc, les tissus vont se désintégrer. À chaque fois que une dent et que la couronne est enfouie en dessous de l'os, ça veut dire que les cellules qui ont formé l'émail, c'est possible que la membrane n'ait jamais été dissoute et ces membranes-là, quand ils n'ont rien à faire, aiment ça déposer du liquide et former un kyste. Donc, cette dent-là, elle est à risque de former un kyste dentigère. Le problème avec les kystes dentigères, c'est que c'est asymptomatique et par le temps qu'ils sont cliniques, ils sont énormes et ça fait beaucoup de dégâts dans l'os et la chirurgie pour un kyste dentigère est infiniment plus compliquée que la chirurgie pour enlever une dent incluse. Donc, c'est sûr que si votre... Bon, premièrement, vous lancez là-dedans, c'est du sport. Parce que même moi, je me suis demandé comment j'allais gérer ça. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise d'extraire cette dent-là, je comprends parfaitement et vous ne devriez pas l'essayer si vous n'êtes pas à l'aise. Donc, soit référé. Si le client ne veut pas être référé, ben oui, vous le notez au dossier et vous... c'est... Ouais. Là, juste pour que les gens comprennent, c'est que la vétérinaire dit que Miko, le bouvier bernois, te salue, Dr. Marcoux. Il se porte à merveille. Parfait. Fait que, bref,
on peut le surveiller, mais il faut minimalement que le patient ait des radios une fois par année parce qu'à partir du moment où ça commence à faire un kyste, il faut vraiment que ça parte. Donc, pour faire mon extraction, en premier, j'ai pris une radio vraiment faite du dessous parce que je voulais voir si la dent était plus buccale ou linguale. Fait que ça me donnait une idée de mon approche, là, à quelle profondeur la dent se trouverait. Fait que suivi radiographique à chaque dentisterie, je suis quand même assez d'accord avec ça, mais il faut vraiment être assidu. Mais l'idéal, c'est de l'enlever, comme ça, on a la paix. Sachant que le patient a 3 ans, il a une longue vie devant lui, là, tant qu'à ça, on peut comme dormir sur nos 2 oreilles si on sait qu'elle est partie, là. Si j'ai le patient à 12 ans, ben là, je veux dire, les chances que ça fasse un kiss à cet âge-là, c'est pas mal moins dangereux. Donc, j'ai commencé par ben, avec ma fraise, de trouver la dent, ce qui est toujours l'étape la plus difficile. Une fois qu'on a trouvé, ben, la dégager, c'est facile, mais là, quand tu fraises, tu te dis, je suis à côté, je suis en train d'enlever de l'os pour rien, je suis à côté. Mais bon, une fois que je l'ai trouvé, je voulais pas faire un trop gros trou. J'aurais aimé ça la sortir par en haut, donc j'essayais de faire le trou le plus petit possible. Puis l'autre problème aussi, c'est que quand les racines pointent vers la cavité orale, qui sont triangulaires, je dirais, peuvent sortir par l'alvéole. La forme était propice à ça, tandis que là, clairement, était de côté. J'allais pas pouvoir sortir les racines par en haut. Donc, j'ai sectionné la dent en 3, puis j'ai enlevé une racine à la fois. Ensuite, j'ai coupé la couronne, j'ai enlevé la couronne, puis j'ai sorti l'autre racine. J'étais complètement dans le canal mandibulaire pendant l'extraction, c'est-à-dire que l'alvéole était continue avec le canal mandibulaire, fait que j'ai dit bonjour à son petit nerf et son petit vaisseau, que je n'ai pas... il n'y a pas eu de segment, non, je l'ai vu sans le toucher, mais c'était définitivement délicat comme procédure. Puis après ça, on a refermé mon tout petit flat, fait que ça a l'air de rien, mais j'ai quand même... c'était quand même chaud comme chirurgie. Mais voilà, ça s'est refermé. Ma radio post-op est super belle. J'ai l'air d'avoir fait un tout petit trou, mais c'était quand même un bon trou. OK. Oups, Shih-Tzu, hein, j'imagine, vous avez compris. 5 ans, trouvé à l'examen clinique. Déjà, à son examen réveillé, il y a des anomalies. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi la radio va avoir l'air, à votre avis? Chien brachycéphale, avec des dents cliniquement absentes. Oh que oui. 2 beaux kisses dentigères avec les dents qui sont incluses, c'est-à-dire qui n'ont pas fait éruption dans la bouche, mais qui sont bien présentes dans le chien. Et il y a maintenant 2 belles petites ballons de chaque côté, avec de la résorption qui commence à... en fait, le kiss, par pression, est en train de résorber même les dents adjacentes. Là, c'est quand même pas trop gros. La chirurgie n'a pas été trop difficile, mais évidemment, un Shih Tzu, ça n'a pas gros de mâchoire en commençant. Fait que, à partir du moment où ce qui se fait des petits kisses de 1 cm, ben, c'est déjà dangereux de gratter la mâchoire. Donc, lui, c'était quand même pas pire. Il y avait encore tout son cortex ventral qui était bien intact, puis on n'était même pas dans le canal mandibulaire. Fait qu'il a quand même bien fait ça. Mais, donc, extraire la dent qui est la coupable, on extrait les autres dents qui sont compromises, on essaie de les fracturer, puis elle commence à être résorbée. Et Est-ce puis, qu'on il faut peler toute la membrane qui tapisse l'intérieur du kiss pour éviter les récidives. Et puis, on referme. est-ce qu'on enlève la canine? Euh, les 2 derniers que j'ai faits, je les ai pas enlevés. C'est-à-dire, premièrement, sur la radio, ça se voit un petit peu, là, mais on a encore... Le cortex buccal est encore là. Puis j'ai pas de résorption vraiment sur la canine, peut-être un petit peu ici, mais elle était vraiment recouverte de la membrane, puis j'avais de l'os vraiment sur 3 côtés. Donc, j'ai refermé en espérant que ça se remplisse d'os, puis en extrayant pas la canine. C'est sûr que j'aime mieux pas extraire les canines parce que, tu sais, ça déstabilise un mâchoire encore plus. Fait que quand je peux les sauver, je les sauve. Si mon kyste impliquait l'apex de la dent, puis que, tu sais, ma vascularisation de ma dent était compromise, ben là, j'aurais pas le choix. Mais vu que eux, il était pas trop gros, puis qu'il y avait encore, tu sais,
ça va se remplir, ça, une fois que vous avez enlevé la membrane ou que j'ai enlevé la membrane, ça va se remplir d'os. Donc, je trouvais qu'il y avait quand même des chances de guérir. Donc, j'ai pris des photos pendant la chirurgie. Fait qu'ici, on a notre belle petite dent incluse, là, qui est la coupable, qui a parti tout le bal. Puis, ben, ça fait quand même un pas pire trou, là, pour une mâchoire de Shih Tzu. Fait que là, on voit la membrane, puis éventuellement, je l'ai pelée, puis on a refermé le tout. On a une question ici sur la photo de la mâchoire. On voit pas les canines. Pourtant, sur la radio, oui. Je comprends pas. C'est le même animal, c'est le même patient. Non, ça ici, c'est sa canine. Puis ça ici aussi, c'est sa canine. Fait que c'est des canines qui ont fait éruption partielle. C'est typique des petits chiens brachycéphales. Donc, ces canines sont là. En fait, ce qui manque, c'est ces 5 puis ces 6. 5, 6. Mais qui sont quand même présentes en bouche, sont juste sous la gencive. Mais ça, des fois, ça a l'air de ça, une canine de brachycéphale. C'est qui? J'ai eu un petit shih tzu, justement, cette semaine, puis la cliente était comme, « Hey, mon chien, il a encore ses canines. Je sais pas, sont où? » Puis j'ai comme, c'est le petit shih tzu de 2 kilos. Là. J'ai comme, oui, ils sont là. C'est juste qu'ils sont tellement mini que... Mais voilà, la canine est ici. Ah non, non, question. On pèle la membrane avec quoi? Élévateur à périos ou curette à os. Ce qui est tricky, par contre, là, c'était pas le cas, mais quand on est dans le canal mandibulaire, il faut peler l'artère. Ben, faut être délicat. Le cas que j'ai fait l'année passée, c'était... Mais en fait, il y en a plusieurs où c'était le cas. Donc, Celui-là, il était comme facile, là, parce que j'étais comme, pour une fois, je suis pas dans le canal mandibulaire. une autre question. Donc, on racle tout l'intérieur du kyste. Ouais. Puis, on enlève les dents qui sont trop compromises. Puis, on referme ça. Voilà. C'est beau pour le kyste? Oui. Il m'en reste pas tant que ça. Là, j'ai marqué cornet nasaux, là, c'est pas le bon terme, je voulais juste me rappeler de ce que je voulais dire. Parfois, j'ai des demandes d'interprétation de radio ou des questions là, en courriel concernant cette forme ici qui est un petit peu radio-opaque, cette forme de goutte qui entoure la canine. Est-ce que il y a quelqu'un qui peut me dire, est-ce que c'est un kyste? Est-ce que c'est une lésion périapicale? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que c'est? Sinus, on a une réponse, on a une suggestion. Tu vois, j'ai fermé ma petite fenêtre parce que j'essaie de voir ce que j'ai. On a sinus, cornet, nasaux normaux. Ouais. Puis, dépendamment, là, sur ce chien-là, qui est probablement un mésocéphale, la goutte n'est pas trop associée à la canine, mais sur un brachy ou sur un dolicho, tu sais, l'apparence de ça ici va être plus ou moins avancée, là. Donc, des fois, c'est comme autour de la canine, puis on peut se demander si c'est pas une lésion préapicale. Je vous ai mis d'autres exemples, là, tu sais, sur ce patient-là, tu sais, la crête, elle a l'air quand même un peu différente. Sur un chien brachy, bien que la vue est un petit peu oblique, là, mais on voit que c'est beaucoup plus avancé. Donc, des fois, c'est vraiment, ça entoure l'apex de la dent, puis on se demande qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais il s'agit de cette ligne-là ici. Donc, qui est une ligne, c'est normal de voir cette ligne-là plus radio-opaque sur une radiographie. Fait que la ligne numéro 20, en fait, c'est le plancher de la cavité nasale. Et puis la 11, c'est le conchoid crest. C'est pas nécessairement quelque chose à retenir pour un généraliste. Peut-être pas pour le quiz de Noël, par exemple. J'aime ça faire des questions que vous trouvez ben trop dures, là, fait que ça pourrait en être une. Mais ici, on a un super beau dessin, voilà. Fait que c'est vraiment les cornets nasaux là, qui sont un petit peu plus... Il y en a des plus proéminents, là. Fait que c'est ça ici qui nous fait 2 belles lignes sur nos radios. Et donc, une fois qu'on a vu là, en 3D de quoi ça ressemble le nez, on va s'en rappeler, là. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça peut être, comme je dis, un petit peu plus avancé si le patient est plus brachycéphale. Donc, pas une grosse lésion périapicale autour d'une canine. C'est beau pour ça? Tu me dis avant de changer de cas. OK, je change de cas. OK. Bon, une question.
Je pense que c'est une question qui est comme générale, c'est pas sur le cas qu'on vient de voir. Est-ce qu'on s'attend à ce que l'os qu'on fraise lors des extractions va, entre brackets, entre parenthèses, va repousser? Une spécialiste semblait dire lors d'une autre conférence qu'il ne fraisait jamais car cela laissait l'os fragilisé à long terme. Ben, jamais fraisé, bonne chance pour faire des extractions. En fait, oui et non. La réponse courte, c'est oui. Il faut juste se rappeler que quand il y a une alvéole qui est vide, les fibroblastes vont venir migrer de façon horizontale pour remplir l'alvéole et l'os va se reformer dans une alvéole. Par contre, s'il y a beaucoup de pertes osseuses ou si, par exemple, on a enlevé plusieurs dents adjacentes, les fibroblastes ne peuvent pas migrer de façon verticale vers le haut. Ils vont toujours remplir une alvéole par le côté. Donc, si on a plusieurs dents adjacentes, par exemple, ben, ça se pourrait qu'on perde, tu sais, qu'il y a un petit creux dans l'os, dépendamment de la largeur du creux qu'on a causé. Donc, oui, on peut perdre un petit peu de hauteur osseuse, dépendamment encore une fois de la quantité d'os puis de la forme, tu sais, qu'on a donnée au trou qu'on a fait. Mais normalement, ça se remplit. C'est 8 semaines chez un patient qui n'a pas de maladie parodontale pour une alvéole, puis 16 chez un patient qui a la maladie parodontale. Donc, si vous enlevez une grosse canine chez un chien, puis vous avez peur qu'il se casse la mâchoire, ben, normalement, 8 semaines, le trou est rempli. On a une autre question. Ça se guérit relativement bien chez un patient santé. On a une autre question d'ordre général. Quelles sont les conséquences si le vaisseau mandibulaire est touché lors d'une extraction? OK. Fait que si vous y avez touché un petit peu, ben ça va saigner, clairement. Un patient ne peut pas s'exsanguiner de son canal mandibulaire. OK? C'est un bon vaisseau. Vous avez un saignement quand même conséquent, mais vous ne devriez pas avoir besoin d'une transfusion. Ou ben, votre patient, en tout cas. Parce que j'en ai vu, premièrement, quand les patients se fracturent la mâchoire, là, je veux dire, ils se l'avulsent, là, je veux dire, ils se lacèrent comme il faut. Puis j'ai déjà vu aussi en chirurgie, quand on mettait des plaques et vis vissées dans un canal mandibulaire, ça saigne, mais c'est quand même autolimitant. Fait que, si ça vous arrive, ben, mettez une pression, remplissez votre alvéole à la limite d'une gaz de votre pouce, peu importe, puis on attend. Si Là, ça dépend un peu du dommage que vous avez fait. Si, par exemple, vous l'avez piqué avec un élévateur, ben, vous l'avez probablement pas sectionné en deux, là. Donc, vous avez fait une petite déchirure, mais ça se referme mieux que, disons, moi, quand je fais une mandibulectomie puis que je le tranche bord en bord. Évidemment, j'ai le ligature avant, là, mais pour vous donner l'image. Si vous avez passé votre fraise dedans puis vous l'avez vraiment accroché, ben là, c'est sûr que ça va saigner plus, mais normalement, c'est relativement autolimitant. L'autre avantage, c'est que vu que c'est dans un canal, ben, si on referme notre alvéole ou si on fait une pression, ben, l'hématome va se former dans le canal, puis à un moment donné, il ne pourra plus grandir, puis ça va comme un peu faire la pression pour vous, là. Donc, ça va arrêter de saigner, mais ça saigne énormément. Puis là, ben, ça, c'est de continuer ce que vous étiez en train de faire. Vous allez enlever votre gaz, ça va saigner un petit peu, blablabla. C'est un peu... c'est tannant, on veut pas faire ça, mais votre chien va pas se vider de son sang sur votre table. On a une autre question ici. Par curiosité, lors d'abcès dentaire avec atteinte des cornets nasaux, une fois le traitement fait, est-ce que l'architecture complexe des cornets nasaux se refait? Je pense pas. Là, honnêtement, je ne sais pas scientifiquement, là, mais si je me fie à, mettons, n'importe quel patient de rhinite chronique, quand il y a des CT puis qu'on voit que les cornets nasaux sont détruits, et je pense pas qu'ils se refont à la perfection. Non. Je pense qu'une fois que c'est perdu, ça peut se refaire un petit peu, là, mais on ne verra pas ce beau détail-là, à mon avis. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. OK. Ben, je pense que je vais faire. Je n'avais-tu bien gros d'autres? Je pense que c'est. Ah, je n'avais juste. Fait que ça sera la dernière, puis au pire, je garderai celle-là, l'autre pour une autre fois. Donc, ça, c'est une radio qui m'a été envoyée par une vet. Est-ce que vous voyez quelque chose de pas habituel sur la radio? Et savez-vous c'est quoi? Est-ce quelqu'un qui est capable de même dire un diagnostic? Oups.
On a une pulpe. Est-ce que tu vois les... Oui. j'ai peur de prononcer puis me ridiculiser. J'ai déjà fait dans un congrès, puis j'étais modératrice à MVQ. C'était ridicule comment je prononçais les affaires. Ah, Un pulpolite? oui, moi j'étais le Pulpolite, comme si c'était un supplément pour un triathlon. Le Pulpolite. Plusieurs pulpolites. Ouais, donc on voit des opacités dans le canal pulpaire. Donc, s'il y en a à l'écran qui n'ont pas vu, fait qu'ici, on a une opacité ici sur la pulvite du patient. On en a une autre ici. Dans, ça s'appelle un pulp horn en anglais, là, comme les projections dans les cuspides. J'avoue qu'en français, je sais pas c'est quoi le mot, mais bref, dans sa pulp horn, on a une opacité ici, puis dans la 9, on en a une ici. Puis encore là, j'ai des petits On en points. a-tu déjà parlé de ça? C'est possible. J'ai essayé de refouiller dans mes radios. Ça, c'est la radio de la veille, mais j'ai comme ça que j'en ai, Wow, mais je suis vraiment impressionnée. Félicitations à Docteur Savoie, vraiment. donc, en anglais, on dit des pulp stones. Pulpolite, ça fait du sens. Là. Je sais pas si je l'ai déjà vu écrit, là, mais ça a bien d'allure. Fait que c'est des minéralisations qui sont dans la cavité pulpaire. La plupart du temps, c'est sans conséquence. Donc, à part si on veut faire un traitement de canal, donc pour moi, ce serait un vrai mal de tête, mais pour vous, ça change rien dans votre vie. Par contre, parfois, elles peuvent être associées à l'irritation chronique de la pulpe. Donc, il faut juste vraiment bien examiner votre dent, regarder si la dent est fracturée, par exemple, ou si elle est usée, ou s'il y a une fracture pas compliquée, par exemple, que là, ça pourrait m'indiquer que la pulpe a peut-être souffert à un moment. Mais si vous trouvez ça sur une dent qui est bien saine, bien normale, puis il y a une petite opacité dans la cavité pulpaire, vous écrivez dans votre dossier pulp stone, vous avez l'air bien hot. Puis c'est sans conséquence, vous n'avez pas besoin vraiment d'intervenir avec ça. Est-ce qu'on peut utiliser, c'est-tu un calcul pulpaire? Je sais pas. J'ai aucune idée c'est quoi en français. Faudrait, Dr. Dumais serait pas content de moi, parce qu'il lui avait toujours son petit lexique, là, puis c'était des mots en français, mais un calcul pulpaire. Je sais pas si c'est vraiment un calcul, c'est une minéralisation, tu sais, c'est comme un tissu qui a du calcium qui est déposé dedans. C'est un calcul, c'est plus dans un organe, je crois, pas de ma médecine interne. Veux-tu qu'on fasse un petit suivi dans l'infolette? Ouais, c'est ça, parce que C'est tu sais, notre... tu peux avoir des calculs dans tes glandes salivaires. Ça existe. Fait que c'est des hyalolites. Ça se peut. Mais tu sais, une minéralisation d'un tissu mou, c'est-tu un calcul nécessairement? Tu sais, t'as des calculs dans la vessie, dans les disques biliaires, c'est tous des organes creux. Fait que je suis pas sûre que je dirais calcul. Mais pulpolite, je suis d'accord avec ça, je pense. Bref, je vois si pulp stone, c'est un terme comme plus, plus beau, là. Je fais escape, mais ça marche pas. Bon, à suivre. Oh non, c'est un endolite. Voilà. Endolite. Endolite, selon Wikipédia. Mais Oh oui. mais faudrait que j'aille voir déjà un livre de radio. Faut aller voir mes endolite. Voilà. Calcified masses appearing in either both the coronal and root portion of the pulp organ and teeth. Voilà. Endolite. Mais en français, pulp stone en français. Pierre à pâte, non. C'est pas ça. Ouais, non, Google Translate, là, ça marche pas, là, pas là-dessus. Je sais que Dr. Dumais, il y avait un lexique, tu sais, de dentisterie en français. Euh, J'avoue que j'aurais dû mettre la main là-dessus. Je me demande à Caro si elle l'a, vu qu'elle elle a repris le bureau de Dr. Dumais à la fac. Si elle met la main là-dessus, je vais vous trouver. Mais endolite, en fait, endolite, ça marche, c'est sûr. Mais Popstone, je sais pas ça va être quoi la traduction officielle de ça. Mais endolite, ça, c'est sûr, c'est beau. Voilà. Avez-vous appris des choses? Ah, il y a quelqu'un qui met un lien.
Ah, pulpolite, ça se peut. Mais ça se... OK. Je vais voir ça. Pulpstone, pulpolite. Ouais. Ah, il l'a pas en espagnol. Bon. Ah ben oui. Bon, ben, endolite ou pulpolite. Toutes mes livres sont en anglais, hein, Puis c'est fun hein, quand tu lis en anglais parce que tu sais le mot, mais t'as aucune idée comment le prononcer. Et des fois, ça fait des drôles de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ça, c'était ton dernier cas? Ben, je pense que oui, là, il est presque fini. Je vais en garder un pour une autre fois. On en fera d'autres. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, OK. Juste si vous avez le temps, quelles sont les indications pour retirer les dents en extrusion? On doit la retirer d'office? Euh, Fait que dans l'extrusion, souvent on pense aux chats puis leurs canines, je sais pas, ils font ça. Donc la dent est comme un petit peu plus sortie que les autres dents. Je traite ça comme la maladie parodontale, c'est-à-dire je vais regarder quelle proportion de la dent est sortie. Si c'est juste 1 millimètre ou 2 puis le reste de la dent est assez belle, je vais le tolérer. Mais donc si c'est extrême, je vais l'extraire. Par contre, il faut faire attention, les petits chats, j'en ai déjà vu même si la dent en soi n'était pas un problème, le fait qu'il y avait de l'extrusion, le chat se piquait la lèvre. Puis là, ils finissent par se piquer la lèvre, ça hante, il se pique le mandibule. Ça, en tout cas, j'ai déjà vu des affaires de fou là, où le mandibule était, il y avait de l'os, le stomyélite, puis la course, c'était bien épouvantable. Mais tu sais, si c'est juste 1 ou 2 millimètres, je le traite comme de la maladie parodontale. Fait que si c'est minime, on peut conserver et on nettoie, évidemment. Puis si ça devient plus sévère, on extrait. Mon petit chat aussi est rendu avec ça. Il y en a un petit peu, puis là, quand il ferme la bouche, c'est petit indépendant. Parfait. Là, je regarde les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez. C'est quoi? OK, je vais aller. Parfois, mini-fracture pointe des canines supérieures chez le chat, mais le canal mandibulaire va très apical, donc semble souvent exposé à la radio. Vraiment extraction. Est-ce qu'on doit extraire dans tous les cas? Fait que si on est capable d'objectiver une communication avec la pulpe, oui, on extrait dans tous les cas. Si avec un explorateur ou euh, n'importe quel instrument là, très fin que si vous ne pouvez pas objectiver que ça rentre dans la dent, on peut la laisser en place. Souvent, des fois, la radio est un petit peu tannante parce que la fracture ou l'usure va être un petit peu en biais. Donc, par superposition, la pulpe va être comme vis-à-vis notre biais. Donc, la fracture a l'air d'exposer la pulpe à la radio, mais en fait, c'est juste un effet de 3D mis en 2D, là. Fait que c'est plus l'examen clinique qui va vous dire. Si vous n'êtes pas du tout capable de voir la pénétration dans la cavité pulpaire, ben, vous pouvez laisser la dent en place, mais par contre, s'il y a un point, vous êtes capable de mettre une petite aiguille ou mettre le point de votre explorateur, ben, ça doit partir. OK. T'es prête. Là, on a des questions comme random, là. OK. OK, on va essayer de. Un chat qui perd sa canine à la maison, on laisse ainsi ou on anesthésie pour aller faire un flap de gencive et bien refermer? Euh, bon, premièrement, pour qu'il perde sa canine tout seul, là, c'est parce qu'il y avait de la maladie parodontale en tabarnouche. Donc, probablement qu'il y a autre chose qui se passe dans sa bouche, mais c'est même chose qu'une extraction simple, c'est-à-dire, moi, je ne ferme pas nécessairement mes sites de chirurgie. Là, il s'est fait une extraction simple tout seul, fait que ça me dérangerait pas de laisser guérir ça par seconde intention, un chien qui a perdu une dent tout seul. Il faut juste vérifier le reste de la bouche a l'air de quoi, y a-t-il un bout de racine, etc. Mais le site d'extraction en tant que tel ne m'inquiète pas. Et là, il y en a une autre qui vient de me. Quelles sont les indications pour l'ostite des canines? Donc, la grosse boule, là, j'imagine, c'est de ça qu'on parle.
En fait, ça aussi, je vais considérer ça dans mes indices de maladie parodontale. Donc, encore une fois, si c'est pas trop sévère, je vais le tolérer. Si ça devient très gros, en fait, quand c'est très gros, souvent, il y a de la gingivite puis il y a des poches. Donc, je traite ça un peu comme n'importe quoi d'autre. Si c'est minime, puis j'ai juste une coupe de millimètres de poche, ben, sur un chat, une coupe, ça commence à être beaucoup. Mais mettons, si j'ai 1 millimètre, tout ça, ça va bien, puis la bosse n'est pas trop grosse, on peut nettoyer puis surveiller. Mais à partir du moment où ça devient gros, vraiment, faut être à l'affût des poches parodontales autour de ces dents-là parce que souvent, c'est un signe de maladie parodontale. Puis là, comment on les traite? La grande question, c'est est-ce que on les enlève en chirurgie ou on les laisse telles quelles? Si on les laisse telles quelles, refermer notre site de chirurgie est vraiment difficile. Puis les enlever avec notre fraise, ben souvent, ça va faire du lip entrapment, c'est-à-dire que le contour de la lèvre du patient va être changé. Des fois, il va se piquer avec sa canine mandibulaire s'il y a encore une canine mandibulaire dans le patient. Donc, on est damn if you do, damn if you don't, dans une situation un petit peu malaisante. Faites juste aviser le client que le lip entrapment, c'est possible. En général, j'extrais pas la canine mandibulaire en prévention parce que il y a beaucoup de patients qui se font pas de lip entrapment. Parmi les patients qui se font du lip entrapment, il y en a une grande majorité qui apprennent. Tu sais, ils vont avoir un ulcère suite à la chirurgie, mais une grande partie qui vont apprendre à placer leurs lèvres dans les semaines qui suivent la chirurgie. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de traitement. Si après un mois, ils continuent de se piquer, ben là, vous pouvez soit aller extraire la canine mandibulaire ou soit m'appeler pour que j'arrondisse la dent et que je fasse un scellant. Mais c'est ça. Fait que les ostéites autour des dents, je traite ça comme la maladie parodontale. Encore une fois, un petit peu, on peut tolérer, puis juste bien nettoyer, puis si c'est sévère, on extrait. Je pense que c'est tout. On a passé à travers toutes les questions. Oui. Bon, eh bien, hey, merci à tous. Bravo encore, José, pour ce marathon d'informations. On a plein de merci qui rentrent. Écoutez, on n'oublie pas la prochaine fois qu'on se voit, la dernière fois, en fait, de 2023, ça va être le quiz de Noël en dentisterie. Vous vous souvenez, je le répète à chaque fois, mais c'est de la formation continue que vous pouvez mettre dans votre dossier de formation continue de l'OMDQ. Et la date, c'est le lundi 18 décembre à 19h. Vous allez recevoir une infolette dans les prochains jours. Regardez des fois dans votre boîte d'indésirables si ça reste pris là, mais vous allez pouvoir vous inscrire. Et aussi, si vous êtes de la grande région de Montréal et que vous êtes intéressé sur avoir José en vrai, en chair et en os, qui vous donnerait un lunch and learn sur les blocs dentaires, ben, vous allez pouvoir réserver via l'infolette.